Donc on va commencer cet après-midi, déjà bonjour à tous, par la visite donc, de la plateforme donc, Zéro Insecticide, donc, qui est en partenariat avec le Sieur sur cette plateforme-là. Et l'objectif en fait c'est de faire un outil d'accompagnement et d'expérimentation un peu plus poussé avec le collectif d'agriculteurs. Vous verrez, en fait, le but c'est de se dire on fait du zéro insecticide, ce qu'on avait prévu au démarrage, pour se dire finalement on va essayer de mettre tous les leviers agronomiques qu'on essaie de travailler avec le groupe d'agriculteurs en les poussant au maximum pour voir ce que ça peut donner en réel, à la fois en termes d'amélioration de la présence des auxiliaires et aussi en limitation d'impact sur les cultures. Donc derrière, on fait pas mal d'observations, donc on a une collègue qui est aussi dédiée à l'observation de cette parcelle. Donc le but c'est de regarder en fait ce que ça donne en termes d'évolution des dégâts, des dommages et des pertes. Donc on va jusqu'à l'évolution aussi, simulation économique. Donc la plateforme fait à peu près 15 hectares, la parcelle en fait à peu près 28. Il y a donc on a mis en place une rotation à peu près classique sur le territoire. Donc c'est, alors rotation peut-être pas forcément les cultures, mais la rotation on a un petit peu changé. C'est que c'est donc pois de printemps, colza, blé, tournesol, blé, orge. Donc on a essayé de maximiser toutes les cultures qui étaient possibles. Alors vous regardez, on est quand même ici sur un sol qui est quand même assez superficiel. C'est même une des parcelles. Là on est sur le plus mauvais de la ferme. Vous voyez, il n'y a quasiment que des cailloux. On a maximum 25 cm de terre, à peine, par endroit, même pas. Donc on est quand même. Alors l'avantage qu'on a, c'est qu'en termes de maladies foliaires, on a des dégâts qui sont quand même assez limités. Par contre, l'inconvénient, vous voyez, c'est dès qu'au niveau insectes, en fait, il y a des endroits pour se cacher. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est cicadelles, les pucerons, les criquets, on verra tout à l'heure sur les colzas, forcément, c'est un peu plus compliqué. Et par contre, l'avantage quand même qu'on a aussi par rapport à la gestion des auxiliaires de culture, c'est que comme c'est aussi un milieu qui est assez superficiel, on va aussi limiter le travail profond. Donc, toute la parcelle est en semi-direct. Donc on avait conseillé aux agriculteurs déjà, on verra tout à l'heure sur la partie colza, mais tout ce qui est blé de colza, de les implanter en direct pour ne pas défavoriser le cycle des auxiliaires qui seront présents sur la parcelle. Et là finalement, toute la parcelle, hormis le tournesol qui reçoit un coup d'outil profond, tout le reste c'est en semi-direct. Donc là on est sur une bande ici, donc de bande fleurie. Vous verrez entre chacune des parcelles qui font à peu près 2,5 hectares. 1,5 hectare. 1,5 hectare. On a donc des bandes des bandes de fleurs, donc on a plutôt implanté au printemps. Donc le total de toutes ces bandes, plus les bandes la zone de bois que vous avez derrière, on est à 20% d'aménagement agroécologique autour de la plateforme. C'était un peu des objectifs qu'on s'était donné au démarrage, d'avoir au minimum 20% pour qu'il y ait à la fois des endroits pour que les auxiliaires puissent être présents sur le territoire et se déplacer aussi. Alors les bandes ici, donc on les a plutôt... Oui, pardon. Les bandes, du coup, elles sont connectées entre elles? Oui, par les bouts. Oui. Okay, c'est qu'en fait, vous voyez, là et au bout, en fait, il y a une connectique entre les deux, donc les insectes peuvent se balader tout autour et entre les parcelles. Et on verra justement, c'est qu'on en trouve pas mal quand on fait des captures dans les bandes de fleurs, on voit pas mal de parasitoïdes, de cirques, de chrysopes. Mais on voit que dès qu'on rentre dans les parcelles, c'est un peu plus compliqué. Donc on a essayé de mettre en place d'autres trucs pour essayer de les faire rentrer dans les parcelles. On en parlera à un moment donné. Oui. Et donc ces bandes là, on les implante plutôt au printemps. C'est vrai qu'on a fait le constat à l'automne où c'est assez compliqué parce que il y a un peu de désherbage de chaque côté, il y a concurrence aussi avec les graminées. Alors il y en a quelques-unes, vous voyez, il y a un petit peu de vulpin qui traîne. Dans toutes les bandes, on essaye de remettre un petit peu dactyle et fétuque aussi pour que ça puisse faire une couverture sur l'hiver, éviter que ça se ressalisse et que ça puisse aussi faire des zones de refuge aussi pour tout ce qui est carabe et staphylin. Parce que c'est vrai que sur l'hiver, il n'y a plus forcément grand-chose. Donc dactyle, t'as pas peur que ça tale et que ça épuise un peu non, parce qu'en fait on met 2 kg de dactyle, 2 kg de fétuque, donc c'est quand même pas énorme. Donc si on est sur une zone ici, on essaie de ne pas du tout mettre d'azote. Donc du coup ça ne favorise pas les graminées. Et surtout depuis cette année, vous voyez les bandes elles sont assez nickel. C'est qu'en fait le groupe d'agriculteurs a réussi à trouver aussi, c'est une faucheuse qui en fait récupère... Pardon ? Faucheuse ramasseuse. Voilà, une faucheuse ramasseuse. Bon, t'as montré ? Donc en fait on exporte la matière verte, du coup on n'a pas de restitution d'azote, du coup les graminées ne sont pas trop avantagées. Toi comme elles sont là, elles ne sont pas très développées et le but c'est qu'on essaye de maximiser les dicotes qui elles feront des fleurs. Donc on a essayé de choisir des espèces qui soient à la fois pérennes, donc vous avez pas mal de luzerne, on a du lotier, on a des trèfles, un peu de mélilo aussi qui traînent, et puis après des espèces un petit peu plus annuelles qui sont présentes. L'objectif pour nous c'est d'essayer d'avoir des floraisons le plus étalées possible. Alors le trèfle blanc on l'a mis parce qu'en fait c'est une floraison qui est assez précoce sortie d'hiver pour que les parasitoïdes qui puissent sortir courant janvier et février puissent s'alimenter sur le trèfle et qu'après les autres espèces prennent le relais. Et donc les bandes là ici elles sont entretenues, plutôt l'objectif c'est d'entretenir plutôt les fauchés exportés fin octobre début novembre, une fois que les dernières floraisons sont faites, pour sortir la matière verte et éviter que ça puisse ramener de l'azote. Et elles sont ressemées Alors aujourd'hui elles ne sont pas ressemées,
pour l'instant, on sait qu'on s'est posé les questions. Alors c'était cette réussite de semis-là, c'était la troisième tentative. Ouais. On a commencé à l'automne, une fois sorti d'hiver où ça n'a pas marché, et ce qui a bien marché, c'est semis de début mai, je crois. Bon, hors date par rapport à des semis de jachère et tout ça, mais c'est là qu'on a réussi à... Parce que le sol se réchauffe aussi, c'est peut-être que ça pousse un peu plus vite aussi. Et donc du coup, pour l'instant, elles ne sont pas ressemées, mais on compte aussi sur le fait justement d'essayer de limiter au maximum donc les graminées par le retour d'azote pour que les dicotylédones puissent bien s'installer aussi dessus. Donc on verra après ce que ça donne. Et l'idée surtout, c'est de contrôler l'évolution des fleurs qui sont présentes dans la bande. C'est qu'en fait, on a semé un mélange d'une trentaine de fleurs. Si on continue à avoir la densité qu'on souhaite en fleurs, même si ça évolue au fur et à mesure, c'est pas trop grave. C'est sur en fait l'appauvrissement en fleurs qui va plutôt nous inquiéter et nous dire finalement on les ressème dedans, quoi. Donc vous verrez, à chaque fois, entre chacune des parcelles, vous verrez ce type de bande-là. Ensuite, donc sur la rotation, donc là on commence, si on est, on peut se déplacer, c'est bon là? Oui. Si on se déplace ici, donc première parcelle. Donc toi, tu peux venir dire ce qui a été fait là-dessus. Alors là, on est sur un blé de colza, voilà, qui a été fait en semis direct. On avait laissé les repousses de colza, qu'on a détruit au glyphosate juste avant de semer. Et puis ensuite, là on était sur une date de semis du 25 octobre, je ne sais plus la date exacte, mais à 2-3 jours près c'était ça. Et puis ensuite un désherbage d'automne, Maténo plus un peu de Fosbury et un peu de Aide aussi, la matière active. Je ne sais plus, le Clayton Aide. Clayton Aide, c'est le... allié peut-être, non? Non, l'antigraminé... Bon, c'est pas grave, de toute façon, on est parti insectes. Ouais. Donc un désherbage assez costaud à l'automne, parce qu'ici on a quand même une problématique un peu vulpin assez importante. Et puis ensuite, on a laissé passer l'hiver. Au printemps, uniquement de l'azote pour l'instant. Azote et soufre. Les principaux agresseurs qu'on a sur les céréales à l'automne, c'est plutôt cicadelle, puceron. Donc ça, quand on est plutôt parti sur une date de semis plus tardive, autour du 20-25 octobre, pour essayer de jouer sur l'esquive. Parce qu'en fait, on avait essayé une année de l'association avec blé plus févrole, pour essayer de se dire, on essaye aussi de jouer à la fois sur le côté un petit peu dispersion et aussi essayer d'avoir un petit peu de fleurs aussi au printemps avec le côté nectar extra-floraux des févroles. Le problème, c'est qu'avec la pression graminée qu'on a sur la parcelle, c'est compliqué de faire coïncider du blé associé avec une légumineuse et le problème de désherbage pour la garder propre. Donc on est plutôt resté sur la parcelle, le blé en pur et jouer uniquement sur le côté évitement par le retard de date de semis pour la pression insecte d'automne. Alors l'avantage, c'est qu'en semant plus tard aussi, on a moins de pression maladie. Alors cette année il a fait sec, ça se voit moins, mais d'habitude c'est aussi beaucoup plus sain aussi. Puis le choix de la variété, tu prends une variété aussi. Là on est sur un mélange de variétés. Et c'est des variétés peu sensibles aux maladies. Voilà. C'est de l'absalon, c'est, je ne sais plus lesquelles exactement, mais c'est des variétés donc ça fait c'est la troisième année là qu'on est sur cette plateforme. On a rarement, avec cette date de semis autour du 20-25 octobre, on n'a jamais eu de dégâts à la fois de pieds chétifs ou de jaunisse sur les blés, puis on verra sur les orges aussi. Donc au final, pour l'instant, le levier évitement sur cette parcelle-là, il est quand même efficace. Et même la parcelle autour, on se limitait à laisser 24-36 mètres autour sans insecticide. Cette année, j'ai pris le risque que toute la parcelle autour, elle n'a pas eu d'insecticide. Vous avez des problèmes de limaces un peu ou pas? À limaces, oui. Un petit peu en semi-direct, c'est un peu plus compliqué qu'en travaillant. Ouais. Mais rien d'insurmontable quand même. Mais oui, il a fallu être vigilant quand même. En termes de ravageurs tournesol, on n'a pas forcément grand-chose là-dessus. On n'a pas mis en place beaucoup de leviers. Ce qui est surtout intéressant de montrer, c'est qu'en fait, c'est sur l'interculture, en fait, à toutes les cultures de printemps. On a vu sur ce que Nicolas vous en a parlé ce matin, on a mis des cultures pièges pour diluer en fait la pression altise. En fait, sur les colzas, à l'origine, donc on a un gros problématique, grosse altise, charançon du bourgeon terminal. Donc l'idée pour nous, c'est de dire quand on a les colzas qui sont à l'automne, on essaie de profiter de toutes les surfaces qui ne sont pas utilisées en culture pour essayer de mettre des intercultures avec des bandes qui sont attractives pour essayer de diluer sur le territoire la pression. Et donc les intercultures avant le tournesol en fait partie. Donc du coup c'est un mélange qui est semé classiquement et auquel on rajoute pour arriver aux 25-30 pieds de radis chinois à l'automne. Tu as expliqué pourquoi on faisait du radis chinois? Ah ouais, c'est bon, donc impec.
Donc voilà, toutes les bandes, ici l'interculture elle sert surtout à ça. Et donc c'est intéressant parce que du coup on a le tournesol, les autres cultures en place, donc ça joue son rôle aussi de proximité par rapport aux autres cultures aussi. C'est la seule culture sur laquelle on travaille le sol. Pour le tournesol. Ah, vous aviez bien compris pour le radis ou vous voulez, c'est possible peut-être qu'il réexplique si vous... Du coup, le radis, il est mis en mélange avec d'autres plantes, c'est ça? Oui. En fait, on part sur un mélange classique. Alors ça peut être de la facélie, du lin, d'autres types de crucifères. Et dedans, en fait, on rajoute pour arriver aux 25-30 pieds de radis chinois, donc au par mètre carré, pour avoir vraiment ce rôle de signalisation, en tout cas qu'on espère pour les grosses altises et CBT, pour essayer de pas forcément attirer, mais c'est diluer la pression grosse altise sur le territoire. C'est bon. Donc l'intérêt surtout du radis chinois, c'est surtout qu'en fait il se détruit assez facilement aussi sur l'automne. Comme ça évite aussi d'avoir des problèmes de repiquage dans les tournesols au printemps. Donc pour éviter d'avoir des coûts supplémentaires en désherbage ou en passage. Parce qu'à chaque fois, c'est quand même de faire un optimum économique aussi, donc pas rajouter des choses. Donc le couvert plus le radis chinois, en fait on baisse la dose du couvert qui est initialement prévu, on rajoute le radis chinois. Donc en termes de coûts supplémentaires, on est quasiment équivalent à 2-3 € près en fonction du mélange qui est choisi. Mais en grosso modo, il n'y a pas trop de surcoût. La seule contrainte par contre qu'il y a avec cette intégration d'interculture piège, c'est qu'on va essayer de semer les intercultures pas trop en avance par rapport au colza, pour que notamment les radis chinois soient pas trop en avance par rapport au colza, pour qu'ils restent quand même malgré tout un peu attractifs. Donc c'est vrai que c'est un des plus gros changements, parce qu'avant en général, ils se mettent les couverts d'interculture après la moisson, donc courant juillet ou tout début août. Et là maintenant les colzas sont plutôt semés, on va dire, sur la première quinzaine du mois d'août. Donc c'est-à-dire que ça oblige à finalement avoir 2 chantiers de semis plutôt qu'un seul, quoi. C'était la plus grosse contrainte au démarrage sur cette technique-là. Ça fait partie des critères en fait de succès en fait de ces intercultures-là. En fait, il faut que le décalage, qu'il n'y ait pas trop de décalage par rapport au... Il y en a deux, hein, c'est la proximité par rapport au colza, la question de la surface. Il faut quasiment qu'il y ait autant d'interculture que de colza pour que justement en fait, les intercultures puissent être suffisamment visibles sur le territoire pour que les grosses altises ou les CBT puissent les reconnaître voilà, par l'odeur ou autre, quoi. Alors, autant on avait beaucoup travaillé sur le démarrage du projet R2D2 sur la gestion des insectes grosses altises CBT sur colza. Alors on verra tout à l'heure, mais avec la mise en place des stratégies qu'on appelle nous colza robuste, on a réussi à essayer de refaire quand même du colza. Là maintenant, ce qu'on essaie de retravailler, c'est la question des protagineux, notamment les problématiques de bruche. Et donc du coup, sur la parcelle, donc ici on va essayer de mettre des choses en place, et même ailleurs dans d'autres parcelles des agriculteurs du groupe, on a essayé donc sur des pois et aussi sur des lentilles de retravailler la question des push and pull. Donc en fait de se dire, je ne sais pas que Nicolas vous en a parlé ce matin, non? Pas du tout? Tu n'en as pas parlé ce matin des essais push and pull? J'en ai parlé brièvement. Donc pas du tout quoi, en gros. Si, j'ai dit que c'était des essais exploratoires et que voilà. En fait l'idée c'est que quand on est avec le colza, on disait tout à l'heure, on profite des parcelles d'interculture, donc qui n'ont pas forcément de culture, pour se dire on met d'autres plantes qui pourront attirer ou diluer les insectes qui nous préoccupent sur le colza. Le problème qu'on a sur les cultures de printemps, c'est que les emblavements sont déjà faits, donc on n'a pas forcément de surface libre pour pouvoir essayer de mettre d'autres cultures, pour essayer d'avoir une dilution sur le territoire. Et donc du coup on avait fait des essais sur lentilles, où en fait on a vu au niveau de la littérature que la facélie et la moutarde blanche avaient un effet, donc pour l'un répulsif et l'autre plutôt perturbateur. Donc on avait des essais où on mettait en fait tout autour, donc au milieu d'une grande parcelle, hein, sur 1 hectare, un tour de facélie et de moutarde blanche. On avait une partie donc non traitée dans le dispositif, une partie traitée à côté et non traitée de l'autre côté pour voir l'intérêt du dispositif. Et on regardait le nombre de grains bruchés à la fin. Donc on récoltait des grains, on triait, on envoyait au labo et puis nous redonnait les pourcentages de grains bruchés. On a fait ça pendant 2 années de suite. Alors autant sur colza, ça a l'air de pas trop mal marcher, autant sur lentilles, on ne peut pas toujours gagner. Et ce qu'on voit, c'est que ça ne marche pas des masses, quoi. C'est qu'en fait, même en pression assez, même modérée, le dispositif n'a pas été suffisant pour diluer la pression. Donc en fait, pardon ? Sur pois, ça marche? Non, ça ne marche pas mieux non plus. En fait, le problème qu'on a, je pense que c'est que comme on n'a pas d'autres cultures à côté pour diluer, quand vous avez un tour autour d'1 hectare, en termes de représentativité, vous n'avez pas assez pour vraiment avoir un effet intéressant de signalement. Ce qu'il faut, c'est que c'est compliqué, ça aurait été bien, soit d'avoir 2 parcelles avec les pois et une autre culture semi plus tardif, type peut-être soja ou sarrasin, et mettre une interculture sortie d'hiver qui puisse vraiment avoir cet effet de dilution. Et là, pour le coup, au niveau territoire et en termes de reproductibilité, c'est pas toujours simple, quoi. Donc, Tu disais
Ouais, en fait, alors la question, peut-être que vous n'entendez pas avec sur le micro, mais on a fait la stratégie de push and pull. Qu'est-ce qui fait le push et qu'est-ce qui fait le pull? Et en fait, on était plutôt parti, justement, c'est la difficulté qu'on a quand tu es dans une parcelle et que tu mets tout autour. C'est qu'en fait, on était plutôt parti sur une stratégie de dispersion et de répulsion. C'est qu'en fait, on avait la moutarde qui était plutôt répulsive et la facélie plutôt qui était perturbatrice. Donc en fait, on avait essayé d'entourer notre parcelle de lentilles avec cette association. Donc la moutarde en premier et la facélie en deuxième. En se disant, une première barrière de moutarde qui a peut-être essayé de faire être un peu côté répulsif pour les bruches qui vont rentrer et pour les quelques-uns qui vont réussir à passer la barrière des moutardes, la facélie qui va un peu les perturber et éviter qu'ils puissent vraiment rentrer dans la parcelle. Mais du coup, il n'y avait pas de trucs cool pour récupérer? Non, on n'avait pas, parce qu'en fait c'est le problème qu'on a justement comme avec les intercultures, c'est qu'on n'a pas de surface suffisamment disponible autour pour vraiment avoir le pool. C'est un peu la limite, oui. C'est pour ça d'ailleurs que même sur les colzas, on n'appelle pas ça stratégie push and pull, on a plutôt appelé ça interculture piège piloté. On va plutôt les disperser et détruire en fait les plantes pour casser le cycle à un moment donné. J'ai une question par rapport à ça. Est-ce que lorsque vous avez mis vos 2 bordures, vous avez regardé aussi quel était le stade phénologique qu'il aurait fallu qu'il soit bien couplé à la culture? Parce que souvent, c'est aussi ça qui fait le succès de ce système, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait... Voilà. Alors le problème, c'est que sur cette stratégie-là, on est parti un peu à l'aveugle au démarrage parce qu'en fait, on ne connaissait pas trop le stade phénologique optimum. Est-ce qu'il faut qu'il soit floraison quand les bruches arrivent, ou est-ce qu'il soit suffisamment encore jeune pour pouvoir avoir un effet de répulsion ou de perturbation? En fait, on ne sait pas trop. Alors, on avait vu un essai qui a été fait, je crois, en Pologne, où ça a été semé en même temps. Donc on s'était dit, voilà, on se prend peut-être les deux en même temps, peut-être qu'on pourrait arriver à avoir les mêmes résultats. Et au niveau biblio, on avait vu une réduction de la pression bruche de 30%. Alors ce qui peut être beaucoup, pas beaucoup, après c'est à chacun de juger. On sait si déjà on arrive à réduire de 30% en se met en même temps. Mais c'est vrai que là, on n'a pas réussi à avoir cet effet-là, oui. Alors peut-être qu'il faudrait refaire en faisant des stades différents. Le problème, c'est arriver quand même à se dire on fait des dates différents dans les parcelles. Ça commence à devenir compliqué parce qu'en fait, on va quand même essayer de récupérer un petit peu de lentilles, donc c'est un peu compliqué quand même à faire des essais dedans. Donc on est plutôt parti sur essayer de remettre des applications, peut-être d'autres substances ou produits plus naturels qui permettraient peut-être d'avoir un effet de perturbation, de perturbation ou de répulsion dans la parcelle. Et du coup, ça fait partie, en fait, c'est ce que je vous disais ce matin, ces essais, ça fait aussi partie du travail d'animation du groupe. C'est d'essayer aussi d'avoir des plateformes de démonstration et d'essais un peu en rupture, un peu innovants, pour essayer de trouver des solutions. Enfin, ça fait vraiment partie du travail d'accompagnement que fait Mickaël. Et autant sur colza, on avait réussi à faire des choses, autant sur culture de printemps, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a moins de surface aussi pour faire ce travail-là. Historiquement, dans la région, il y avait très peu de culture de printemps. Il y a 20 ans, je me disais, faire des cultures de printemps ici, ou 30 ans, c'est une aberration, quoi. Bon, aujourd'hui, avec les problèmes qui ont évolué, on fait des cultures de printemps pour sortir des problèmes des cultures d'hiver. Notamment des herbages. Des herbages. Voilà, donc c'est que la suite finalement concerto pour nous, c'est maintenant arriver à retravailler cette question des bruches sur les protagineux de printemps. Ouais. Si tu veux, dans le principe là, si tu n'as pas de plante piège, en général, le côté répulsif suffit pas ou difficilement. Le côté piège est beaucoup plus efficace que le côté répulsif. Et par contre, le côté piège sur certains insectes, il faut que ce soit pas à plus de 5 ou 10 mètres de ta plante cultivée. Ah mais là on était juste donc autour. Si tu mets que autour, le milieu... Oui. Et il y a des essais chez certains où en fait il y a de temps en temps une ligne de plante piège qui est semée à l'intérieur du champ. Et en général, en plante piège, il ne faut pas des grosses densités. Les densités ne sont pas énormes. Et juste une ligne et qui est détruite à un moment clé. On détruit la ligne avant la récolte de l'autre, bien sûr. Mais c'est-à-dire qu'il faut que tu fasses des bandes tous les 10 mètres quasiment alors? Alors ça dépend des bestioles. Il faut regarder après la capacité de dispersion de la bruche. Ça dépend aussi de la différence d'attractivité. Nous, on a en culture spécialisée, il y a des plantes, c'est 1 pour 100 mètres carrés. Bon, pour nous, c'est très très faible. Pour vous, c'est peut-être c'est 1 pour 10 mètres, quoi. En gros, une bande tous les 10 mètres. Après, il faut essayer de réfléchir. C'est pas forcément une bande de 5 mètres. Ça peut être juste une raie de semis. Une ligne, ouais. Après, c'est plus compliqué à gérer en mécanisation, en destruction et tout la ça. Destruction qui va être c'est ça qui va être compliqué.
Ça peut être aussi des mélanges de semences, mais là, il y a les problèmes pareil, de mécanisation pour réussir à semer les deux Ouais, c'est en même temps, quoi. dans la biblio, on avait vu en fait la question des moutardes et des facélies. Il y avait soit en interrant ou en mélange. C'est comme ils avaient mélangé la lentille avec les deux espèces. En fait, le problème aujourd'hui, c'est comment on gère les deux cultures. Parce qu'en fait, en termes de stats, c'est compliqué, en termes de récolte, en termes de tri. Donc là, on a essayé quand même de faire aussi au plus simple pour que ce soit aussi derrière vulgarisable à grande échelle si jamais on voit quelque chose, quoi. Ouais, s'il y a du résultat, sinon... Juste pour dire que le principe du système push-pull, ça a été développé justement en Afrique avec Canéal. Et ce qu'il y a, c'est que le push, enfin la plante répulsive, c'est elle qui est à l'intérieur. Oui. Et la plante, parce que en fin de compte, la plante piège, elle va d'abord intercepter les insectes en fin de compte. Et puis c'est ceux qui passent à ceux travers, qui oui. restent, donc qui viendront à l'intérieur, qui seront justement repoussés et qui vont protéger la culture. C'est par rapport à ce que tu disais, parce que toi, tu disais qu'il fallait mettre je suis d'accord qu'il faut qu'il y ait des petites surfaces. Ouais. Et qu'en général, c'est soit on les met en bordure d'interception ou soit on fait des petits carrés à l'intérieur. Mais le principe, c'est que ça soit d'abord la plante piège qui va, par interception, essayer de prendre le tout. Et puis ensuite, le répulsif, il va plutôt protéger la culture, quoi. Après, la difficulté, c'est de trouver une plante piège plus attractive que les protagineuses sur la bruche. Autant sur colza, on a trouvé d'autres crucifères qui étaient intéressantes. Là, je vous rejoins, où il ne faut pas beaucoup de pieds pour que ce soit très attractif. Si on a le temps, on pourra passer voir la bande de navettes qu'on a dans l'orge de printemps. Dans les colzas, on n'a pas des masses de larves cette année. Dans les navettes, on en est vraiment très infesté. Donc c'est qu'il ne faut pas beaucoup de pieds au mètre carré. Mais la question aujourd'hui, c'est comment on trouve une plante qui soit plus attractive que les protagineux pour capter davantage de bruches. Et là, ça se complique un peu plus, quoi. Oui. Il faut la plante et le stade. Ouais. Justement, par rapport aux discussions intéressantes qu'on a là, moi je me pose aujourd'hui pas mal de questions entre l'effet des plantes pièges sur les ravageurs du colza et les régulations biologiques. Est-ce qu'on peut aborder, vous avez sans doute des expériences chacun sur ce sujet-là, savoir ce que vous en pensez. Moi j'ai l'impression, de par les connaissances actuelles, que gérer la ressource et essayer d'avoir plus de ressources et de détruire une partie de ces ressources, c'est peut-être plus efficace pour la gestion des coléoptères d'automne que les régulations biologiques. Je ne sais pas, est-ce que certains ont des réponses peut-être dans le groupe ? Bon, moi, c'est les premières plantes de service que j'ai développées, les plantes pièges. Hein. Et sur les pourcentages d'efficacité, quand on a vraiment le bon couple, c'est-à-dire une plante beaucoup plus attractive que la culture, qui permet de vraiment piéger pratiquement toute la population, et qu'on a le système de destruction du ravageur. Donc là, vous, c'est le rouleau. Nous, on a des systèmes de plantes pièges qui ne sont pas finalisés. On sait attirer énormément le ravageur, on ne sait pas le détruire. Donc ça devient de la plante réservoir et du coup, ça ne marche pas. Quand tu dis on ne peut pas le détruire ? On n'arrive pas à moins de tuer la plante, mais... Oui. Parce qu'un broyage mécanique, vous ne faites pas ça? Nous, non, on est en hors-sol, donc nous, on travaille avec des auxiliaires de l'effeuillage, on fait des trucs bizarres à la main. C'est... Difficilement transposable. Et le système de plantes pièges, quand on arrive à trouver le bon couple, c'est pour ça, là, peut-être que sur la bruche, le poids est le meilleur, hein, le plus attractif, et on ne trouvera pas de plantes pièges pour le... Il faut faire de la biblio, il faut faire des tests, enfin... Mais... on a un système hyper efficace quand même, et les insectes étant très cons et aimant toujours la même chose, répétable. Il n'y a pas de résistance et c'est répétable. Et si on trouve les bonnes densités, les bonnes variétés, à semer au bon moment et tout, normalement, on a des trucs hyper robustes et hyper efficaces. Le parasitoïde est beaucoup plus aléatoire. Comme je disais ce matin, de toute façon, dans l'environnement, on a des variations pluriannuelles de ravageurs et de parasitoïdes. Et du coup, ça veut dire qu'il y a des années où ça ne marche pas. Pas parce qu'on a mal travaillé, mais parce qu'on est sur une année où il y a moins de parasitoïdes et que l'année précédente, il y avait moins de parasitoïdes et du coup, il y a plus de ravageurs. C'est un cycle naturel où on ne peut rien y faire, quoi. Tout ce qu'on peut faire, c'est écrêter les pics en augmentant la population de parasitoïdes, mais on aura toujours ces variations pluriannuelles qu'on n'aura pas avec des systèmes de plantes pièges. Mais je répète, c'est dans certains cas, on n'arrivera pas à trouver des systèmes de plantes pièges pour toutes les cultures et tous les ravageurs. Moi, j'ai fait ma thèse sur les plantes pièges.
Donc, et là, j'avais utilisé le maïs comme plante piège. Et justement, la première chose, c'était déjà de savoir quel était le stade auquel il était plus attractif que la tomate. Parce que bon, moi, je travaillais contre la noctuelle de la tomate, Helicobacter phaseae. Donc ça, c'était une première chose. Ensuite, j'avais vu que ça dépend des variétés aussi, parce qu'il y a beaucoup de variabilité intraspécifique. Donc du coup, il faut, comme dit Alain, il faut faire des tests aussi pour trouver la bonne variété. Et puis ensuite, c'est la stratégie de l'implantation, comment il faut faire. L'intérêt qu'il y a avec le maïs, c'est que aussi il attirait les auxiliaires. Donc du coup, ça piégeait et ensuite ces chenilles, en fin de compte, elles pouvaient aussi être prédatées par des coccinelles, par des araignées, par plein de choses. Et puis pour finir, ce qu'il y a, c'est qu'on arrachait après le maïs de la bordure. Mais en général, c'était vraiment juste une bordure pour la parcelle, parce que le principe de la plante piège, c'est qu'il faut que les surfaces restent quand même assez petites par rapport à la culture. Voilà. Est-ce que ça veut dire que nous, on aurait peut-être intérêt à réfléchir peut-être différemment sur le piégeage de l'altise, parce qu'on a du radis un peu éparpillé dans toutes les intercultures du territoire, ce qui fait à peu près un peu moins de 300 hectares, mais des fois pas loin. En tout cas, en surface, on a quasiment autant d'interculture que de colza aujourd'hui. Est-ce qu'on aurait intérêt à essayer de, je sais pas, je dis un peu n'importe quoi, mais peut-être de mettre du radis pur peut-être sur quelques parcelles, vous pensez pour avoir, parce que là, c'est vrai que l'effet détection et attraction serait beaucoup plus fort que sur, sans doute, sur des intercultures où on n'a que 20 pieds mètres carrés, quoi. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à travailler, à creuser peut-être sur, par rapport à ça? Oui, pourquoi pas. Après, l'avantage de mélanger ça à de la terre-culture, c'est que ça ne change pas beaucoup les pratiques et que ça ne fait pas une intervention supplémentaire. C'était l'objectif en fait au démarrage. Peut-être qu'une bande pure, c'est-à-dire une surface beaucoup moins importante, mais en bande pure, fait plus de ressources, plus d'attraction, et on arrive plus à les concentrer. Ça dépend. Enfin, le fait aussi d'avoir des grandes surfaces, ça permet aussi d'avoir un effet dilution plus important, par contre. Parce que la bestiole, c'est comme nous, hein, les insectes sont feignants par nature. Donc si le gars, il est enfin le gars, hein, j'avais la grosse altise, enfin plutôt les femelles qui nous embêtent. Donc si la gadji elle est là-bas et puis que ta bande piège est là et qu'entre les deux il y a du colza, elle s'arrêtera peut-être quand même au colza. Parce que ta plante piège est trop loin. C'est les compromis, ouais. Oui, oui. Donc voilà, il y a oui et non à ta réponse. Et je rebondis sur ce qu'a dit Béatrice. Effectivement, il y a un travail sur les variétés à faire absolument. Nous, en plante piège sur aubergines, plante piège à l'érode, il y a des aubergines qui sont absolument pas attractives et d'autres hyper attractives. Et ce travail, il est à faire. Alors chez vous, c'est pas obligatoirement en champ, hein, ça peut faire sous serre en pot. Hein. C'est facile à faire. Et il faut le faire. Et puis après, il faut se tenir à la variété qu'on a choisie. Et puis pas se dire, bah, tiens, je vais en prendre une autre parce qu'elle est moins chère. Et puis après dire, bah non, le principe ne marche pas. Et c'est juste parce qu'on a changé la variété, quoi. Alors, je voulais juste rajouter qu'en fin de compte, le fait qu'il y ait quand même beaucoup de surface en radis, il y a aussi la notion d'apprentissage de l'altise. Hein. Donc, du coup, ça, avec tous ces radis, ça permet que l'altise, effectivement, les générations suivantes, ben voilà, elles iront préférentiellement sur le radis. Parce que quand on a des plantes pièges, mais qu'elles sont toutes seules sur certaines parcelles, mais qu'elles ne sont pas vraiment des plantes qui sont dans le paysage, ça, c'est aussi plus compliqué, en fin de compte, en termes d'efficacité, on va dire. Donc, il faut, comme on dit, il faut trouver le compromis entre les deux. Mais la plante piège, en fin de compte, pour qu'elle puisse fonctionner, c'est aussi de bien connaître la capacité de dispersion de l'insecte, de façon ensuite à savoir effectivement jusqu'à quelle surface qu'elle peut être effective. Et puis aussi, quels sont vraiment les signaux que l'insecte utilise, quoi, en fin de compte. Parce que si c'est un insecte, ça marche très bien et ça marche mieux avec des insectes qui ont des vols actifs. Donc eux-mêmes, ils iront se diriger. Peut-être que là, bon, je ne connais pas l'altise, mais si l'altise est d'abord
vient d'abord avec le vent, en fin de compte, que c'est un insecte aéroporté. C'est vrai que le fait qu'il soit plus présent dans le paysage, eh ben, ça permet qu'il arrive près des parcelles et qu'ensuite, pour lui, c'est plus facile de percevoir les parcelles par rapport à d'autres d'autres espèces qui, elles, iront vraiment déjà vers les parcelles pièges parce qu'elles perçoivent mieux l'insecte. Je pense que la bruche est plus dans le deuxième cas d'ailleurs. Alors il y a une question, si on connaît bien l'écologie de la bruche, je sais pas, De la bruche, moi pas particulièrement, mais non, je sais pas, est-ce que toi, Mickaël, non? après Ouais, si on reporte sur l'exemple qu'on avait sur le colza, où on pensait aussi bien connaître les grosses altises ou les CBT, finalement en les retravaillant, on se rend compte qu'on ne savait peut-être pas autant qu'on pensait aussi. Donc peut-être que sur la bruche, il y a encore des choses qu'on ne connaît pas non plus. Déjà, il y a plusieurs espèces de bruches. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste, mais c'était un petit peu la question que j'avais en tête, c'est par rapport au poids déjà. Par exemple, c'est pas la même bruche, je pense, la même espèce que celle de la lentille. Ou de la févrole. Et donc, la bruche du pois, est-ce qu'elle est spécifique au pois ou est-ce qu'elle va aussi sur d'autres plantes? Parce que pour avoir une plante piège, si c'est une espèce qui est un peu spécifique au pois, la seule plante piège possible, ce serait le pois. Mais je ne sais pas si elle va sur d'autres espèces. Alors ce que nous disent nos collègues un peu plus spécialisés dessus, c'est qu'en fait, elles ont chacune leur bruche, mais elles peuvent aller sur d'autres espèces aussi, sans forcément être hyper spécifiques. Alors après, c'est pas plus fréquente, mais s'ils ont l'opportunité, sans doute qu'ils vont aller dessus, oui. D'accord. Souvent, c'est pas l'opportunité, c'est en désespoir de cause. Oui. Enfin, j'ai l'opportunité, c'est que quand ils n'ont rien d'autre, peut-être qu'ils vont aller dessus. Je répète quoi. pour la caméra. Souvent, c'est pas par opportunité, c'est par désespoir de cause. Oui. C'est quand ils n'en trouvent pas leur hôte Ils primaire, vont dessus, ils vont ailleurs. C'est comme nous, enfin, les prédateurs, j'ai déjà vu un cerf manger un acarien, mais pourquoi il mangeait un acarien? Parce qu'il n'y avait plus de pucerons. Et après, sur les bruches, alors il faudrait vérifier, mais je crois que c'est sur les bruches. Il y a de l'hyménochasseur qui chasse de la bruche. Et pareil, il faudra vérifier, je me souviens plus trop exactement, mais je crois que son habitat, c'est justement les tiges rubicoles, donc le sureau noir. Et ce qui fait que dans l'environnement, quand il y a des haies de sureau noir, ça aide à avoir ça aide à avoir C'est un grand coup de pied, oui. ses auxiliaires. Petit message subliminal. Voilà. Non, mais c'est bien d'avoir quand même de l'arborée. Les ravageurs des arborées en général vont pas sur de l'herbacée, donc il n'y a pas de risque et ça permet quand même d'avoir des réservoirs. C'est peut-être efficace sur pas de grande distance, mais peut-être que ça peut faire quelque chose. Enfin, j'ai envie de dire, au pire, ça fait rien, et au mieux, ça va faire quelque chose. Peut-être pas sur l'ensemble de la surface, mais sur un petit peu. Et puis en plus, avec le sureau noir, on fait plein de choses. Ce sera peut-être encore coupé. Mais on fait de la gelée qui est très bonne, on fait du vin de sureau, du vin de sureau, du sirop de sureau, etc. Et de la limonade, c'est très bon. Des beignets, ouais. J'ai pas encore goûté. Faudrait que je goûte avant d'en planter. La prochaine fois, on amènera des sureaux quand on viendra. Aussi par rapport à biologie, écologie de la bruche, enfin là, du coup, le laboratoire impliqué, il est déjà du coup dans le projet, mais il y a quand même des grosses avancées qui ont été faites sur la biologie, l'écologie, le système reproducteur. Quand est-ce qu'elles arrivent, quand est-ce que ça vaut le coup de faire quelque chose ou pas par le labo. Donc là, les dernières années, il y a quand même des gros trucs qui ont été trouvés qui permettent d'orienter. Je n'ai pas toutes les données en tête, mais oui, il y a des travaux qui sont faits. Ouais, parce qu'il y a sur certaines trucs qui ne sont pas l'écologie publiés. chimique, Ouais, oui. mais je sais que là où les anciens collègues là, du LE, on avait accès à un certain nombre de données avec certains aussi clients. C'était quand même déjà très encourageant. Enfin, il y avait vraiment des super résultats. Là, je sais que Samuel a beaucoup publié. Je ne sais pas où est-ce que ça en est des prochaines publications, mais il y aura des choses très intéressantes à suivre là-dessus, je pense aussi. Donc c'est pour ça que sur le poids en lui-même, on n'a pas forcément grand-chose de très différent en termes de conduite. Mais ça fait partie des axes, alors pois et puis lentilles, parce qu'en fait il y a les deux cultures qui sont faites sur le territoire, sachant que c'est deux cultures qui sont finalement assez sensibles justement aux bruches aussi, donc on essaye justement de maximiser les leviers plutôt agroécologiques qu'on peut avoir dessus. Il y a un truc qu'il faut essayer d'éclaircir, c'est... Enfin, pour travailler sur la bruche, bon, il y a toute la biblio à aller chercher ou à refaire. Mais il y a ce qu'a montré Nicolas ce matin, c'est l'augmentation des populations de bruches sur le territoire. Et il faut savoir d'où ça vient, ça. Parce que sur le... Des surfaces, je pense Voilà.
Alors Oui. ça peut être soit la baisse des surfaces qui concentre les ravageurs, c'est-à-dire au lieu d'avoir l'effet dilution, j'ai l'effet concentration. Il n'y a jamais eu beaucoup de poids sur la région quand même. Sinon, il faut essayer de comprendre pourquoi. Enfin, là, il y a un truc, l'augmentation, ça n'a pas l'air d'être du hasard, l'augmentation qu'on voit. C'est énorme, là, sur les grains bruchés, on a atteint 75% et ça a monté en flèche. Ouais. Ben, sur le colza, on était monté en flèche aussi sur la grosse altise, et puis aujourd'hui, on redescend. Ouais, mais il y a des choses qui ont été faites pour. Oui, mais ça redescend même ailleurs. Je sais pas, il y a peut-être des cycles aussi. Ah bah il y a des cycles pluriannuels, ça c'est clair. Hein. Oui, voilà, pluriannuels. Mais ouais, là, il faut bien suivre ça, parce que si vous trouvez pourquoi ça monte, si vous retirez le pourquoi, ça monte plus. On redescend aussi dans les autres bandes. Donc là, on est sur le colza, donc précédent poids. Alors l'objectif sur les colza, c'est justement de mettre en place les différents principes de colza robuste qu'on essaie de travailler au niveau de Terrenovia. Donc le précédent poids, il s'explique pour plusieurs raisons. Hein. C'est qu'il va relarguer dans le sol de l'azote pour aider le colza à booster au démarrage. Comme en plus on est en semi-direct, ça permet aussi d'éviter, il n'y a pas de précédent graminé, il n'y a pas de paille qui va gêner, ça va aider à pousser pas mal. Et puis après, donc, sur le colza, on va essayer de tout mettre en place pour justement essayer d'avoir une croissance qui soit vraiment rapide et continue sur l'automne. Donc semer assez tôt, engrais localisé, Engrais localisé. une variété qui est aussi assez poussante et association aussi avec des plantes pièges, donc pour justement essayer de diluer un petit peu la pression. Alors c'est que jusqu'à maintenant, les leviers qui ont été mis en place sur les grosses altises ont quand même pas trop mal marché. Le gros problème qu'on a eu, c'était en fait il y a un insecte qu'on a sur les plateaux et qui est assez peu répandu ailleurs, en tout cas ce qui est surtout développé, présent sur des petites terres et en semi-direct, c'est le criquet. Et c'est vrai que pendant les trois précédentes années, on avait des gros problèmes de densité de colza à cause des criquets qui se développaient. C'est qu'en fait le colza il levait et il se faisait grignoter au fur et à mesure qu'il levait. Et c'est que l'année dernière, on a eu des densités vraiment très très basses. Hein. On descendait à moins de 5 pieds par mètre carré, donc ça se ressalissait, mais des endroits c'était ressemé, enfin bref. Et ça c'est... On a fini, on n'avait pas 5 pieds de moyenne sur la parcelle, 5 pieds au mètre carré. Hein. Et c'est vrai que autant les autres cultures en termes de rendement, on avait des baisses qui étaient tout à fait acceptables, voire on ne faisait pas de différence par rapport aux parcelles traitées. Autant sur le colza, les problèmes de criquet et les baisses de densité qu'on avait étaient vraiment très préjudiciables au potentiel du colza, donc du coup derrière à sa performance économique, hein, clairement. Et donc c'est vrai que cette année, peut-être tu peux nous dire ce que tu as fait. Donc cette année, comme d'habitude, semis mi-août, avec de l'engrais starter, azote, phosphore et soufre, plus du compost que vous avez vu en passant tout à l'heure, incorporé au sol avant, et puis un mélange de variétés assez vigoureuses dans le genre KWS Feliciano, mélangé avec un peu d'autres variétés aussi, mais c'est une grosse base Feliciano. Et puis... la gestion surtout du poids avant, pour éviter justement les criquets. On avait ramassé la paille de pois. Et puis travailler un petit peu le sol superficiellement. Et bon, peut-être un peu moins de pression criquet que les autres années. Le fait d'avoir ramassé la paille, on a réussi à avoir une population correcte de colza. C'est qu'au démarrage, en fait, toutes les fans de pois qui pouvaient être présents avant pouvaient faire des abris, des protections pour les criquets ou de l'alimentation. Et du coup, ils restaient sur la parcelle. Et puis quand le colza il sortait, il se faisait manger. Donc là, la paille était exportée. Puis tu passais aussi des coups de herse à paille aussi. Et puis de l'herse à paille, pour essayer de mulcher, puis perturber aussi les criquets qui étaient présents sur la parcelle. Parce qu'on voit les parcelles travaillées où on n'a pas de paille en surface, on n'a pas de problème de criquets. C'est vraiment lié aux débris végétaux de surface. C'est la conclusion qu'on est arrivé sur les 3 dernières années. Mais en tout cas, cette année, c'est là où ça a été le mieux parce que les pailles ont été exportées et on a eu moins de pression criquet. Par contre, parce que les autres agriculteurs du groupe qui étaient aussi sur semi-direct, ils ont eu des problèmes de criquet. Hein. Ah ben oui, donc quand même, hein. Malgré tout, le fait d'exporter les résidus du pois et de travailler un petit peu en surface pour perturber un petit peu les criquets, ça a quand même porté ses fruits cette année. On arrive facilement à s'en débarrasser avec un simple insecticide, mais... C'est depuis qu'on fait du semi-direct. Ah non, c'est criquet. Non, on les voit. Hein. On se balade au mois d'août ici, on voit que les criquets ils sautent, ils volent. C'est du criquet, c'est pas les limaces. Hein. Ah oui, c'est ça. Au début, ça nous a surpris. Oui. Ah oui. C'est vrai, on n'avait pas trop l'habitude d'avoir ça. Ouais. Ah oui. Donc voilà,
Si on regarde là cette année, on est sur, voilà, on compte tout le temps les pourcentages de puits buissonnants, on fait la capture de grosses altises et CBT aussi. Cette année, globalement, on a quand même réussi aussi à passer à travers ça. Donc pas d'insecticides, on est en dessous des 20% de pieds avec des porcs buissonnants. Donc potentiellement là, on n'a pas d'impact sur le rendement du colza. Donc là, vous faites un mélange de variétés, c'est Oui. quelque chose qui est fait couramment. Ah oui, c'est ce qu'on fait sur tout le reste de l'exploitation. Ouais. Puis d'autres agriculteurs développent aussi les mélanges de variétés aussi. Ouais. Il y a un intérêt avéré, quoi. C'est fait classiquement, après voilà, il n'y a pas forcément beaucoup de différence avec des variétés en pur, mais ça permet finalement de tenir compte des hétérogénéités entre les parcelles, entre des variétés précoces, plus tardives, des génétiques un peu différentes. Si on a une qui est un peu pénalisée une année, les autres vont compenser, voilà. On nivelle le rendement. On écrète aussi bien en haut qu'en bas. Voilà, c'est les explications Faire mises en avant des pour les mélanges. agriculteurs qui pratiquent ça. Ouais. Nous, on est plus attachés au fait de pouvoir justement essayer de mettre des composts ou du fumier avant pour le booster. Alors tout à l'heure, vous avez vu sur céréales, on vous disait on retarde les dates de semis pour esquiver les insectes. Là, sur le colza, on va plutôt essayer d'anticiper la date de semis pour essayer un colza qui lève assez vite, qui puisse pousser assez tôt aussi en jour long et quand il y a un peu de température. Donc on fait un peu comme en ce moment, on surveille un petit peu la pluie. Et dès qu'il y a une pluie annoncée sur la première quinzaine du mois d'août, voilà, on voit que les agriculteurs pour qu'ils puissent essayer de semer à la fois les colzas et les intercultures pièges qu'on disait tout à l'heure pour que les deux ne soient pas trop en décalage de stade. Voilà pour ce qui est mis en place sur la parcelle. Alors voilà, ici on a les bandes donc avec les couverts, donc les bandes fleuries. Et c'est vrai qu'on a fait, on va se dépêcher avant qu'il pleuve parce que je sens que le vent arrive, à mon avis il va pleuvoir. On a fait le constat que finalement, peut-être que d'autres l'ont fait aussi, dans les bandes de fleurs, on voit pas mal d'auxiliaires qui traînent. Par contre, on a du mal à les voir dans le reste de la parcelle. C'est que quand vous avez des parcelles qui font 150, 200 mètres de long, on en voit dans les 20, 30, 40 mètres de chaque côté des bandes quand ça va bien et entre deux, il n'y a pas grand-chose. Donc on a fait l'expérimentation cette année de se dire finalement, le problème c'est qu'en fait, les auxiliaires ne vont pas sortir des bandes parce qu'en fait, vous voyez, ils ont des fleurs, on leur met aussi les insectes hôtes, ils sont protégés. Finalement, on réfléchit, on se dit, on serait à leur place, on ne sortirait pas non plus des bandes. Hein. On a gîte, le logis, on a l'alimentation, on a tout. Donc cette année, on a essayé de mettre en place une expérimentation un petit peu différente en se disant, dans les intercultures qui seront avant des orges de printemps ou des orges d'hiver, qui seront elles avant des colzas, on va mettre des bandes de navettes. L'objectif, c'est qu'en fait, tout à l'heure, on vous a dit, on met des radis chinois pour qu'ils puissent être gélifs, qu'ils soient détruits sur l'hiver. Comme ça, on casse le cycle des grosses altises. Du coup, il n'y a pas d'émergence au printemps. Là, on va faire des bandes donc, de navettes qui, elles, vont passer l'hiver. L'objectif, c'est qu'en fait, les cycles des ravageurs puissent se faire, qu'elles puissent être parasitées, que les larves parasitées puissent tomber là en ce moment au sol. Les bandes de navettes seront broyées pour pas que ça fasse des multiplications de graines de navettes pour la culture suivante. À l'automne, en tout cas au mois d'août, le colza sera semé sur toute la parcelle et on espère que les larves de grosses altises parasitées sortent donc entre novembre et puis le mois de mars. Et en fait, elles se disent, mince, là, j'ai pas de bande pour me réfugier et qu'elles soient obligées de disséminer de façon un peu plus importante que ce qu'on aurait aujourd'hui avec les bandes de fleurs. Donc là, aujourd'hui, il y a les bandes de navettes qui sont faites et l'année prochaine, on va mettre des cages à émergence et des dents de malaise pour voir la répartition de ces insectes-là. Le but, c'est vraiment pour nous, en fait, l'enjeu de ce deuxième projet Concerto, c'est bruche sur les protagineux et arriver à avoir une dissémination plus importante des auxiliaires sur le territoire. J'oublie toujours ce micro. En dehors, juste spécifiquement des bruches, avec les bornes, on a tendance à pas mal favoriser justement les floricoles, etc. Et c'est quelque chose qu'on voit justement quand on fait des suivis de tente malaise et qu'on regarde les guêpes prédatrices type les sphécides, où des fois on a au niveau du panel, on va dire, d'écologie qu'on a parmi les sphécides, surtout certains groupes qui sont favorisés et effectivement en ayant des haies à proximité ou en tout cas comme là des milieux boisés où on laisse le bois mort, on le fourre, on met des zones aussi à nu un peu sableuses, ça permet de favoriser d'autres groupes qui sont aussi prédateurs de certaines bestioles qu'on cherche à choper et même au-delà de la partie insectes prédateurs mais plutôt type floricole, il y a aussi tout ce qui est guêpes prédatrices qui jouent beaucoup et qui pour le coup ont quand même une grande capacité de dispersion dans le paysage. C'est vrai que tous ces insectes-là peuvent se disperser. Le problème qu'on a, c'est que les parasitoïdes ont une
capacité de dispersion assez faible quand même. Donc c'est vrai qu'on a plutôt joué sur le côté, on met 2 bandes à l'hectare qui soient maximum de 70-75 mètres de large pour qu'en fait il puisse y avoir une passerelle entre chaque, que finalement comme ça quand ils vont sortir l'année d'après dans le colza, ils puissent se disséminer, coloniser l'hectare complet. Tout à fait. Et c'est vrai que quand on fait comme ça des études, le avant-après, en rajoutant juste des parcelles un peu de sable à nu, ou terre à nu, ou en fourrant un peu plus de bois dans des haies à proximité ou des bois, que tout de suite ça répond rapidement et qu'il y a des cohortes qui reviennent. Et je dis pas que ça va juguler tous les problèmes, mais ça fait partie en tout cas d'un groupe qui est souvent un peu sous-estimé dans les études. Il y en a un qui chasse le criquet d'ailleurs. Isodoncia mexicana. Le truc, il est comme ça. Il y a un gros hyménoptère, espèce envahissante en France, et qui se met dans les bambous. On l'a pas vu. Hein. Si, il y en a partout en France. Vous avez dans les bambous, les tuteurs à tomates, vous les ouvrez en deux. Vous allez voir dans le jardin, normalement, vous allez trouver des restes de sauterelles dedans. Et c'est cette bête-là, et c'est un truc qui est comme ça. Bon, alors après, il faut mettre des fagots de bambou, mais c'est des groupes effectivement sous-estimés qui peuvent être extrêmement efficaces et qui se déplacent beaucoup. C'est-à-dire, la littérature, c'est jusqu'à 1 kilomètre pour aller chercher une proie. Hein. Donc, c'est fourré, mais même au niveau des pucerons, ils en chopent en l'espace d'une vie, c'est énorme. Quoi. Ouais. Nous, une femelle, on a calculé, une femelle, c'est, je sais plus, c'est 3 tiges de 20 loges et ça fait 60 x 50. 60 x 50, 3000. Ça fait beaucoup quoi. Ouais. Bah oui. C'est pas les sauterelles arboricoles qui chassent ça? Non, toutes sauterelles. Ouais. Alors il faut vérifier, il y a des mais spécificités. oui. Ces espèces-là sont souvent assez spécifiques. Les chasseurs de pucerons, c'est que du puceron. Par contre, c'est à peu près tous les pucerons. Les chasseurs de sauterelles, d'orthoptères, il y en a, c'est que de la sauterelle, les grandes avec les ailes. Il y en a, c'est que les criquets. Il y en a, et faut vérifier un peu ça. Mais très spécialisé. Autant les proies que au niveau du site de nidification, il va y avoir que des rubicoles, qui vont être que terricoles. Il y en a qui vont être un peu le mix entre les deux. Et quand on croise le gîte, on va dire ce qu'elle préfère, avec les proies spécifiques, ça permet vraiment, on sait directement qu'est-ce qu'il faut faire pour les faire venir, et justement jusqu'à 1 kilomètre autour, on les voit très bien, et le fait de rajouter... On a un peu détruit leur site de nidification classique, parce que ça peut être des sols tassés, ça peut être des sols sableux, ça peut être des talus. Ouais. Des talus de chemin creusés, ça peut être le bois rubicole, tout ça, on a un peu détruit. Donc dès qu'on en remet, ça revient tout de suite. C'est très efficace. Génial. Et ils arrivent Et même au niveau des haies, la façon dont c'est géré, la façon dont c'est taillé, à quel moment de l'année, c'est un gros impact aussi sur ces insectes-là, notamment ceux qui sont rubicoles, où on peut vite les zigouiller alors qu'ils étaient là pour des pratiques de gestion qui du coup sont pas adaptées à leur cycle à elles. Mais là en fait, je vois que Nicolas vous l'a présenté ce matin, mais c'est que le taux de parasitisme est quand même bien monté aussi sur le territoire. C'est que finalement le fait de aussi limiter par l'observation, limiter les insecticides, toutes les infrastructures qui peuvent être mises en place, finalement on arrive à faire augmenter aussi le taux de parasitisme. Donc c'est que toutes ces pratiques-là, ça répond c'est vrai qu'assez vite. Ouais. Alors là c'est du chasseur, c'est pas du parasite, Oui. attention. Hein. Et juste pour dire que quand on modifie un peu le paysage, ça peut répondre aussi très très vite à la fois sur des prédateurs ou des parasitoïdes. il y a un très bon bouquin, c'est pas le mien, les spécifiques du Loiret, mais avec une très bonne macrophoto, un gros travail d'écologie, de biologie des bestioles, très bien fait. Et du coup ils ont besoin de l'habitat parce que les femelles chassent pour nourrir leur proie et elles mettent leur proie dans un habitat. Ah oui, d'accord. Ah oui. Dans les nids. Ah oui. Et c'est pour ça que s'il n'y a pas l'habitat, on n'a pas la bête. Ah oui, d'accord. Et le truc que vous connaissez le plus, c'est la guêpe. Hein. La guêpe sociale. Nourrit ses larves avec du jus d'insectes. Quand vous faites un barbecue et que vous avez de la barbaque, vous avez la guêpe qui vient chercher un bout de barbaque. Ça, c'est pour ses petits, c'est pas pour elle. Et par contre, vous la piégez avec du sirop. Parce que l'adulte, lui, se nourrit de nectar, de sucre. Et tous les hyménoptères chasseurs sont comme ça. Et ce qu'il y a, c'est qu'il leur faut leur habitat. Les guêpes maçonnes, c'est des hyménoptères chasseurs d'araignées. Vous cassez une urne, vous allez voir des araignées à l'intérieur.
Puis c'est vraiment très malin parce que quand on regarde, quand elles vont chasser, donc les femelles vont chasser, elles vont piquer l'insecte du coup qu'elles viennent de prédater. Il est toujours vivant, mais il est comme décérébré, il ne peut plus rien faire, mais il reste toujours frais. Elle va blinder le nid, après elle va pondre une larve qui va vraiment s'alimenter ou elle va les aspirer de l'intérieur, quoi. Mais du coup, ça fait que les proies sont toujours fraîches, mais elles peuvent plus rien faire. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment atroce. C'est spécial. Pour le film, Bon. ça rendra pas mal. On Pas des comprendra pistes. peut-être, hein, à mon avis. On fera des illustrations. Il y a des très belles illustrations, même de Pompile qui chasse et qui les démembre en même temps, c'est soignant. Écoute, si tu as à nous en envoyer, n'hésite pas. Le bouquin des sphécides, il y a tout ça. Donc voilà, là on est au bout de la plateforme. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. On va essayer de vous montrer un peu les leviers qu'on essaie de mettre en place. C'est que jusqu'à maintenant, ça a l'air de pas trop mal marcher. En fait, on fait des suivis donc pluriannuels. Donc l'idée pour nous, en fait, c'est la plateforme zéro insecticide, c'est se dire aussi, on accepte au démarrage aussi d'avoir des pertes aussi de rendement le temps que ça se mette en place. Pour nous, ce qui est surtout assez intéressant, c'est se dire finalement, au bout de combien de temps les leviers qu'on a mis en place ont une efficacité et jusqu'à combien ça peut monter en termes de taux, alors soit de prédation, taux de parasitisme, en tout cas à quel moment on peut arriver à, un, contrôler les insectes et aussi deux, essayer de les amener à un seuil économiquement aussi acceptable pour les agriculteurs. Donc c'est un peu l'enjeu du côté pluriannuel de la plateforme. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. Les bandes, elles ont vocation à rester combien de temps La plateforme là ici Non, les bandes. Ah, ici là après, c'est de toute façon, quand elles vont commencer à se dépérir, c'est en fait, on va quand même essayer de les garder entre les modalités, mais les replanter après derrière pour essayer de les regarnir, quoi. Tant qu'elle reste attrayante, on n'y touche pas. Tu trouves que c'est trop clair, c'est ça? Non, mais je réfléchissais aux périodes de floraison et après j'entends l'argument économique. Hein. Enfin, moi je travaille beaucoup sur ce sujet-là, mais on essaye d'aller chercher quand même des floraisons très précoces avec des floraisons dès février-mars. Oui, c'est ça qu'on cherche aussi. Ouais. Après qu'on met du trèfle dedans pour que ça fleurisse un peu. Ouais, après le trèfle il va pas forcément être hyper adéquat pour les hyménoptères, pas forcément accessible quoi. Mais du coup, effectivement, on est sur des espèces qui font augmenter le coût du mélange. Mais on a des expérimentations avec l'INRAE sur des bandes qui sont en place depuis 2018. Et voilà, on a des couverts qui sont assez chers, mais au final, sur des bandes qui restent en place et qui restent efficaces et très diversifiées au bout de 10 ans, au final, c'est sûr que l'investissement, on essaye aussi d'accompagner et d'aider financièrement à l'investissement sur ces bandes-là, mais derrière, la chose est amortie, quoi. L'objectif, c'était surtout d'avoir au démarrage des couverts pas très chers pour que ça puisse aussi se faire connaître aussi aux agriculteurs. Oui, il y a tu commences d'emblée en disant que tu as une bande à 1000 € hectare, c'est compliqué quand même à... Oui. Non, mais c'est une première marge de sensibilisation, mais après, il faut aller chercher des choses un peu ambitieuses et fonctionnelles, quoi. Là, mine de rien, on capte quand même pas mal d'auxiliaires, on est bien. Hein ouais, elle est revenue peut-être là, non? On trouve quand même des fleurs, on trouve quand même des auxiliaires après derrière. Ouais, le problème que j'ai surtout, c'est qu'en fait, en termes de floraison, ces bandes-là, je trouve très décalées finalement par rapport aux périodes qu'on souhaiterait pour nos cultures. Parce qu'en fait, à l'automne, pour les pucerons, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Et au printemps, ça fleurit à partir de juin jusqu'à octobre. Et c'est vrai que finalement, pour nous, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour nos cultures. Après, il y a des floraisons précoces, par exemple avec la barbarie, et en floraison tardive qui vient compléter en fait, Marguerite Antémis, ça se relaie entre mi-mai et jusqu'à aller juillet. Et en fait, tu as la tanésie après. Ouais, on en a en fait, on a des tanésies, on a des choses comme ça dedans. Ok. Oui. Et la tanésie, elle va quand même fleurir jusqu'en septembre, parfois un peu octobre. Fin de saison, on en a, mais c'est en début qu'on a pas. Ouais, c'est le début, j'aimerais bien c'est que ça fleurisse sur février-mars. Pour quand les auxiliaires Barbarie, lierre terrestre, Julienne des Dames, t'en as d'autres en tête? La Véronique. On a quand même vu quand on a fait les émergences, on voit quand même des choses, des auxiliaires qui arrivent à sortir sur ces périodes-là. Les parasitoïdes, en fait, des charançons de la tige ou charançons du bourgeon terminal qui arrivent encore à émerger à ce moment-là. Ouais. Après, il ne faut pas se mettre à 40 kg hectare. Non, mais encore ça paraît quand même pas trop mal pour nous. Parce que tu penses à combien il faudrait semer, tu dis? Après, plus? Il faudrait semer plus? Moins? Mais bon,
moi j'ai des expériences, il n'y a pas autant de cailloux. Donc, Ah oui. Ah mais oui. nous on est sur 15 kg Ah oui. hectares. Quoi. Mais le problème, c'est qu'en fait, là, on a mis sur des grosses graines aussi. Hein. C'est qu'en fait, le volume fait qu'on a aussi des grosses graines. Et on a aussi anticipé par rapport à la charge en cailloux. Parce qu'au début, on avait se mis à 15 ou 20 kilos et on n'avait rien. Hein. Après, tout dépend aussi de ta proportion d'annuel et De pérenne. vivace, quoi. Parce que annuel, tu n'as pas besoin d'en mettre beaucoup. Hein. Ouais, moi je disais le pissenlit, c'est vrai que c'est ou la Véronique sur les bordures de champs de blé, souvent les parasitoïdes ils sont agglutinés dessus. Si on trouvait un moyen d'avoir en bordure de chemin ou d'avoir le pissenlit, ça serait intéressant. Mais dans les bandes, après je sais pas dans quelle mesure c'est possible d'avoir ces espèces. Bah, quoi. nous, on avait semé de la Véronique, Oui, pissenlit aussi, me semble-t-il. Ouais. Ouais. Mais je pense que ça serait à cibler quoi, si on pouvait. Ou travailler sur les bords de champs. Travailler sur les bords de champs. On a discuté de ça ce matin aussi. Tu vois, d'avoir. Après, il faut jamais de débordement d'herbicides. Bah après, le bord de champ... Tu veux en parler un peu, Chloé Bah, je peux en parler un petit peu. Le bord de champ, on ne le raisonne pas forcément comme une bande fleurie où on va chercher que de la dicote. Dans le bord de champ, on va avoir quelque chose qui est moitié graminé, moitié fleur. Mais du coup, on va quand même avoir des fonctionnalités en termes de régulation. Enfin, on va attirer les auxiliaires, les pollinisateurs. Mais historiquement, les bordures de champs, on les broyait une fois ou deux au printemps pour avoir quelque chose de propre. Bon, maintenant, on les laisse. On les laisse. On les laisse ou on les coupe juste avant la moisson. Ouais, après, la flore, elle n'a pas forcément fini de faire son cycle, même avant moisson. Donc l'idée. Mais ça dépend de la bordure, quoi, aussi. C'est sûr que les bordures qui ont quand même des fortes problématiques adventices, bah, nous, on a un groupe de travail national avec le programme Agrifaune où on développe des semis en bord de champ, justement, sur des bordures qui sont vraiment très, très adventices. Et l'idée, c'est de ramener déjà de la graminée pour aller gérer la pression adventice et un mélange de dicote plutôt fleurs sauvages. Mais l'idée, c'est pas de semer systématiquement, c'est d'aller semer sur des bords de champs assez problématiques, raigrats, vulpins, choses comme ça, quoi. Mais c'est hyper complémentaire. Bah, Lola, tu avais des résultats là-dessus aussi sur la fleur des bords de champs. Mais tu n'avais pas aussi constaté qu'il y avait beaucoup de parasitoïdes et d'auxiliaires dans les bords de champs? Ah oui, après ils y vont. Oui. Et à penser des fois, c'est de l'accessibilité. Je sais pas, je les connais pas tous, mais à penser des fois, en fait, les fleurs, elles sont pas forcément toutes accessibles. Le nectar, selon la profondeur de la corolle et sa forme, ils sont pas toujours accessibles à tous les parasitoïdes en fonction, pareil, de leur morphologie de tête et longueur de langue. Du coup, ça, voilà, peut-être pour aller encore un peu plus loin, ça pourrait être d'identifier vraiment les ressources accessibles. Parce qu'au final, même nous, dans ce qu'on avait semé, un mélange à 42 espèces, il y en avait quand même pas mal qui n'étaient pas accessibles. Et après, des fois, il y a de la ressource aussi en adventice. Nous, dans les colzas, ça avait... Alors, c'est pas ce qu'on cherche à faire non plus, cultiver. On va pas cultiver les adventices, mais ça faisait un peu plante-relais en fait avec cette histoire de capacité de dispersion. Finalement, d'avoir un peu d'adventice, ça servait de relais et on avait plus de parasitisme à confirmer. C'était dans une étude, mais comme vous l'évoquiez, c'est vraiment une combinaison de leviers qui vont être de toute façon à mettre en place. Donc, plein de choses. C'est pour ça aussi dans les bandes, on essaye de mettre des ombellifères ou des vesses pour avoir le côté corolle ouvert des ombellifères ou les nectars extrafloraux des vesses aussi. Mais le problème, c'est que les ombellifères, elles se terrasser, mais le problème, c'est qu'elles se ressèment très mal. En tout cas, ici, on n'a pas des super ressemis des dicotes, notamment celles qu'on aimerait bien voir. Que la veste, elle ne se ressème pas très bien là-dedans. Et c'est vrai qu'on est plutôt parti, nous, sur une grosse base quand même de vivaces, avec pas mal, vous voyez, tout ce qui est luzerne, des trèfles, des lotiers, des mélilos pour qu'ils puissent se maintenir. Et peut-être que dans des sacs avec moins de cailloux, ça irait peut-être un petit peu mieux. Mais c'est vrai que là, avec la charge en cailloux, on a du mal à avoir des dicotes annuelles qui arrivent à se ressemer, quoi. Et donc du coup, Denis, donc en fait, le groupe était aussi intéressé pour savoir un petit peu comment t'en étais arrivé à travailler ces questions-là. Est-ce que tu avais pu
Voilà, pour toi, ce qui a été plutôt dans les succès, les difficultés, les échecs, enfin voilà, en tout cas, ton parcours un petit peu dans le projet, et que tu puisses expliquer aussi ton point de vue, parce que moi j'ai posé le mien aussi ce matin, donc que tu puisses exprimer toi ta vision un peu du projet, de ce qui a été utile, voilà, que tu puisses expliquer ta perception. Donc, comme je disais tout à l'heure, moi j'avais un historique déjà d'essayer de travailler sans insecticides, mais alors sans garde-fou, sans comprendre, sans rien quoi. C'était de supprimer l'insecticide. Bon, on a vu que c'était pas mal quand même. Puis il y a un moment, on a eu un gros problème. Bon, là on est revenu aux insecticides avec les grosses altises. Et puis bon, on est arrivé dans les années où c'était compliqué pour le colza. On a rencontré Michael au niveau d'un groupe d'agriculteurs dont je fais partie. Et Michael était venu nous faire un tour de plaine et puis conseil technique et tout ça. Et puis il a rencontré notre groupe. Et puis ils étaient à la recherche d'un lieu pour créer le R2D2, quoi, pour servir de base pour ça. Et puis nous on a dit banco presque sans trop réfléchir, mais on ne le regrette pas, ça allait dans le sens de ce qu'on recherchait, quoi. Bon, nous, ce qui nous motive, c'est la biodiversité. Bon, même si on n'est pas des grands exemples à suivre au niveau maintien de la biodiversité, bon, avec les haies, on a toujours un peu de mal encore. La génération d'avant nous sont battus contre les haies, ont passé des jours et des semaines à enlever des haies, à faire des parcellaires qui conviennent mieux à la mécanisation. Bon, nous, là, on repart un petit peu dans l'autre sens, mais bon, on essaie de conjuguer la mécanisation et le maintien de la biodiversité, quoi. Bon, après, il y a des freins. Bon, les freins, comme je vous disais tout à l'heure, on est sur des parcelles avec plein de propriétaires. Certains propriétaires, ils disent non, moi je loue des terres, c'est pas pour planter des haies. Bon, puis nous agriculteurs, il y a quelques agriculteurs qui sont plus motivés, mais tout doucement, on va comprendre l'intérêt, quoi. Aujourd'hui, ce qui nous motive le plus, c'est le fait de se dire que dans quelques années, on n'aura peut-être plus d'autres solutions que par la biodiversité. Donc, il est temps de commencer à trouver des pistes, quoi. Ouais. Tu dis, vous n'êtes pas des grands exemples. On est venu vous voir, on a dit, tiens, ce serait bien de mettre des haies. Ils ont dit, ouais, on va voir. Il y a quand même eu des haies de faits. On a dit, on va essayer de mettre des bandes de fleurs. Ils ont dit, on va voir. Il y a 8 km de bandes de fleurs. Ensuite, on a dit, il faut quand même, si on peut, c'est essayer d'entretenir les bandes de fleurs. Ils sont quand même débrouillés pour trouver un matériel qui puisse faucher, exporter et tout. Non, mais quand je disais je parlais de la population d'agriculteurs dans l'ensemble. Mais c'est vrai que sur le territoire, on a quand même trouvé aussi des agriculteurs qui étaient quand même très motivés aussi pour rentrer dans cette thématique-là. C'est qu'à l'origine, c'est quand même beaucoup sur l'optimisation quand même des interventions. Et c'est qu'avec un pas pour aussi aller jusqu'à la partie R2D2. Et c'est vrai que ça a bien matché entre le groupe plus nous aussi au niveau de Terrenovia. Et c'est que ça explique aussi pourquoi ça fonctionne bien aussi, quoi. On n'est pas sur une région à gros potentiel, donc on était déjà dans une recherche de baisse de charge. L'insecticide en faisait partie, quoi. Et ce qu'il faut voir aussi, la biodiversité n'est pas la panacée. Ce n'est pas la solution à l'arrêt des herbicides. C'est des insecticides. Ah non. Mais les herbicides, il faudra aussi les arrêter aussi. Parce que il faut réussir à contrôler cette biodiversité pour qu'elle fasse ce qu'on veut. Si on laisse, comme on disait avant, la nature faire, elle ne fait pas ce qu'on veut. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand j'avais arrêté les insecticides, c'était sans guide, sans rien, quoi. C'était arrêter l'insecticide brut de pomme, comme on dit. Et il y a des garde-fous à mettre. Alors, pour certaines cultures ou systèmes culturels, le garde-fou, ce sera une bande fleurie, une bande enherbée, une culture piège, des choses. Pour un autre système de culture, un autre système de rotation, ce sera une haie.
Mais la haie n'est peut-être pas bénéfique pour toutes les cultures. Donc il y a des choses quand même à réfléchir. C'est pas encore, nous, on ne sait pas encore exactement, hein. Mais quand on fait les méta-analyses, il y a des haies qui servent à rien. On voit le résultat neutre. Il y en a qui sont négatives. Résultats sur la culture, négatifs. Il y en a, elles sont positives. Donc il faut vraiment, et on a une réflexion encore à avoir. Et il faut, comme tu disais, nous, on a des solutions un peu idéalistes des fois, parce qu'on baigne tous dans ce milieu-là, et puis on aimerait que ça avance. Vous avez le côté économique et le côté pragmatique. Et dire, bah ouais, mais t'es gentil, toi. Mais avec ça, moi, je peux pas semer ta bande enherbée d'1 mètre de large. Hein, donc c'est l'échange entre tout le monde qui doit permettre de finaliser des systèmes plus agroécologiques, quoi. Comme ça a été présenté ce matin, la partie régulation biologique, elle vient en complément de 2 autres leviers. Donc c'est qu'en fait, on s'en sert beaucoup de la partie biologique comme assurance, ou en cerise sur le gâteau, il y a les 2 autres qui fonctionnent déjà assez bien. Nous, on va chercher un peu la cerise sur le gâteau avec le côté biologique. C'est vrai que, tu en parlais aussi tout à l'heure sur le terrain, le côté climatique, il joue des fois aussi un peu contre nous. L'exemple, toi, quand on avait une Claire qui était en stage chez nous, elle a fait des suivis donc, de pucerons dans tes parcelles de pois. On voyait que les populations de pucerons commençaient à monter, les auxiliaires commençaient à monter. On dit, oh, c'est pas mal, on peut avoir des choses. Au final, on se prend une pluie, plus de pucerons, plus d'auxiliaires. Et c'est qu'on n'a pas pu mettre en évidence un rôle ou non des auxiliaires sur la régulation des populations de pucerons. Et c'est vrai qu'on s'en sert uniquement en plus. Quoi, mais... Pardon? Oui, mais le côté intérêt de la régulation sur la population de pucerons, on ne l'a pas trop mis en évidence. Tu vois. Mais bon. Après, ce qui est, je trouve intéressant dans l'action collective, dans le fait de rassembler un groupe, c'est que chacun, avec sa sensibilité différente, ses fermes un peu différentes, ses structures de ferme, peut amener aussi quelque chose de différent. C'est-à-dire tous les agriculteurs ne seront pas obligés de tous mettre la même chose. On voit bien, il y a des gens qui ont envie de mettre des haies, d'autres qui ont envie de mettre des bandes fleuries, d'autres qui ont envie d'axer plus sur le travail sur l'agronomique, des leviers ou sur la fertilité des sols. Et ce qui est bien, c'est de voir qu'il y a une cible commune et de voir comment chacun peut contribuer en fait à l'atteinte de cette cible avec ses propres caractéristiques et sa volonté et sa sensibilité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi 2 niveaux, c'est qu'on a le groupe d'agriculteurs en collectif, peut-être que tu l'as parlé ce matin, mais on a aussi des agriculteurs qu'on appelle satellites, qui ne sont pas vraiment dans le projet, et on essaie de regarder comment, finalement, ce qu'on voit avec eux dans le collectif, comment ils arrivent à le transposer chez eux tout seuls, parce qu'en fait, on est conscient que ces groupes collectifs, il n'y en aura pas énormément non plus, hein, c'est compliqué d'animer un collectif d'agriculteurs. Donc en se disant des agriculteurs tout seuls, comment ils arrivent finalement à réutiliser ce qu'on voit, comment ça se transpose chez eux, et finalement quel est le pas de temps d'efficacité entre ce qu'on voit en collectif sur un territoire de 1500 hectares par rapport à une exploitation de 2, 3, 400 hectares. Alors du coup, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Je vais vous faire la réaction que j'ai eue d'un Allemand au congrès du GCIRC où j'étais à Cambridge, qui après la présentation a dit, bon c'était un peu tatillon, mais enfin un peu taquin quoi, en me disant mais ok c'est bien tout ce que vous faites, parce qu'on était quand même assez en marge un peu des systèmes un peu classiques qu'il y avait chez eux. Comment vous voyez en fait la transférabilité de tout ça? En gros, on pourra en parler pendant des heures, mais si ça reste sur un groupe comme ça, comment est-ce que vous voyez la possibilité de transférer, avec derrière la question en fait des freins économiques par rapport, par exemple, au fait de sortir des zones cultivées pour mettre des habitats, pour rééquilibrer la partie habitat naturel et habitat cultivé, enfin et culture. Du coup, ça, tu vois, c'est des questions que les gens se posent et c'est pas forcément évident d'y répondre, mais voilà, moi j'ai été challengé un peu par rapport au projet sur ce type de questions. Une des réponses, c'est un peu ce qu'on a connu sur le territoire avec l'apparition de résistance aux insecticides. C'est qu'en fait, le but, c'est pas de dire, en fait, on essaie d'être en opposition avec ce qui est fait, c'est d'arriver, à mieux gérer les insectes, et 2, c'est aussi de garder, les solutions qu'on a aujourd'hui, peut-être les garder aussi dans le temps et compléter avec différents leviers possibles. On sait bien que sur certaines cultures, on aura du mal à se passer d'insecticides, mais le jour où on commence à avoir de la résistance, parce qu'on passe régulièrement les mêmes familles. Ici, le problème qu'on a eu, c'est qu'en fait, tu sais, sur les insectes sur colza, on passait tout le temps des pyrètres, on me donnait de la résistance. Si on arrive à se dire, une fois sur 2, sur 3, finalement, on arrive à s'en passer parce qu'on a soit de la robustesse ou le côté biologique qui va contre les insectes. Si on arrive à améliorer la durabilité de ces produits-là, finalement, on va aussi à garder un peu dans le temps, donc ça a un intérêt pour tout le monde, quoi. Je pense que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on arrive à trop mettre en concurrence tous les systèmes entre eux, alors que c'est plutôt la complémentarité pour justement essayer de tout garder dans le temps, quoi. C'est un peu comme ça qu'on essaie de travailler, en tout cas dans le collectif, quoi. Du coup, par rapport à Denis, est-ce qu'il y a des questions qui vous viennent, vous avez envie de lui poser, du coup, par rapport à son parcours ou à comment il a vécu le projet?
Oui, donc Denis, tu nous as expliqué que le groupe, il existait avant, en fait. Oui. Donc c'était, comment il fonctionnait ce groupe, c'est quoi son histoire et c'était quoi la gouvernance un peu, comment ça C'est un fonctionnait? groupe qui existe depuis 40 ans. On en est à la 3e génération d'agriculteurs dans le groupe. Au départ, ça avait démarré pour acheter un ordinateur en commun. Et puis après, ça a évolué sur l'achat de phyto. Et puis en même temps, c'était toujours une mise en commun et des discussions, des tours de plaine ensemble. C'était mi-groupe technique, mi-groupe économique, quoi. Et puis on continue aujourd'hui de la même forme. Voilà. C'est un groupe d'agriculteurs qui s'entendent ensemble à la base. C'est pas un groupe qui a été formé géographiquement ou quoi que ce soit. C'est on va dire un groupe de copains, c'est un peu ça. Voilà. Puis bon, on a réussi à passer le cap des générations. Voilà. Et puis le groupe, aujourd'hui, oui, ce que je disais, la réflexion de nous, c'était le côté économique. C'est ce qui nous a poussé à chercher dans toutes sortes. On n'est pas sur des gros potentiels, donc toute économie était bonne à prendre. Voilà. Oui, justement, je me posais la question, est-ce que le bilan économique finalement de l'ensemble des actions, est-ce que au sein du groupe, vous l'avez fait un petit peu, comment, ou en termes de ressenti, est-ce que finalement c'est satisfaisant? De l'histoire de notre groupe, vous parlez? Oui, des actions menées, du coup, que ce soit les actions, pièges, les bandes fleuries. Les actions, c'est du travail en commun. C'est de la mise en commun des informations. Quand on fait un tour de plaine ensemble, même si on n'a pas un technicien avec nous, sur les 10 ou entre 5 et 15 selon les jours, qu'on est à faire un tour de plaine, il y a toujours un qui aura une idée de la solution. Quand il y en a un qui a un problème, c'est... Est-ce que finalement ce qui a été mis en place, ça coûte, ou est-ce que le bénéfice... Ce qui a été mis en place au niveau des R2D2 et de Concerto? C'est... Justement, la plateforme, elle est un peu là pour essayer d'y répondre. Aujourd'hui, nous, au niveau à grande échelle, on essaie de baisser nos passages d'insecticides, aussi bien dans le but des charges que de le côté respect de l'environnement. Je suis en train de me perdre un peu dans mes pensées. Mais ouais, non, pour dire d'un point de vue économique ce que ça apporte, c'est pas évident. Il y a pas de coûts supplémentaires qui sont forcément liés à... le coût supplémentaire, c'est un petit peu la baisse de surface productive. Et puis un peu les semences de fleurs, si on peut parler de coûts. Voilà. Mais il y a, de chez vous, j'ai oublié son prénom. Non, celle qui a fait l'enquête sur les pratiques Domtil, qui a pris toutes nos interventions dans les parcelles pour comparer, pour voir dans la région ce qu'on fait. Et c'est aperçu qu'on était très bas. Nicolas, tu as comparé avec Défi, on est inférieur en termes de traitement, d'usage de pesticides, on est inférieur à la moyenne des fermes Défi. Voilà. Ça, au niveau du groupe local. Et en termes de temps de travail, ça vous a demandé l'implantation des bandes, l'entretien, ça demande beaucoup de charges de travail en plus? Oui, mais ça c'est expérimental. C'est pas le coup. On cherche pas à gagner de l'argent avec la plateforme. Mais oui, c'est du temps à passer. Tu as quand même des bandes en dehors de la plateforme. J'ai des bandes en dehors de la plateforme aussi, oui. Mais est-ce que le temps consacré au semis et l'entretien des bandes, est-ce que tu estimes que c'est un temps supplémentaire qui est impactant pour toi, ou est-ce que c'est absorbable aujourd'hui dans un fonctionnement? C'est absorbable au niveau du temps. On n'est pas habitué à compter vraiment notre temps. On sait que s'il y a tel ou tel truc à faire, on le fait. Le temps, on ne le compte pas. On compte le coût de la semence, le coût du travail du sol, on compte la perte de surface productive. On essaie de le compter, mais on n'est pas...
n'est pas très cartésien non plus dans tous ces points-là, quoi. Aujourd'hui, sur la plateforme et autour, on le raisonne comme un laboratoire. Sur l'ensemble de l'exploitation et puis les voisins autour, on le fait, c'est au feeling. Oui, on se dit, bon, on tente. Michael nous aide aussi beaucoup dans la réflexion de faire ou de ne pas faire des insecticides. Quand on voit qu'on commence à avoir un problème, on en discute. On a Michael au téléphone, oui, peut-être où il passe un tour de plaine. Et puis des fois, ça nous est arrivé qu'ils nous disent oui, attention, là, il y a danger. Et puis souvent, ils nous disaient il y a peut-être peu d'intérêt à faire telle ou telle intervention. Et puis ça nous permet. En fait, on met en application tous nos règles de décision. C'est ça qu'en fait, des fois, on dit on va réduire de 70% l'IFT insecticide. Mais c'est pas juste dire on ne fait pas, c'est qu'en fait, on a l'observation et on applique vraiment nos règles de décision. Donc on essaye quand même de ne pas prendre de risques là-dessus. C'est vrai que par rapport à ta question, au niveau de satisfaction, je pense que pour le côté robustesse et modification du territoire pour le rendre moins favorable aux ravageurs, on arrive à faire des choses intéressantes et c'est bien accepté. Puis je pense que tout le monde est assez content là-dessus. Il y a un peu de... pas dire frustration, mais sur le côté régulation biologique où certains aimeraient aller un peu plus loin. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ils se heurtent au côté économique. C'est vrai qu'en termes de bandes de fleurs, on a à peu près 8 hectares sur la totalité. Ça paraît pas énorme, mais sur ceux qui sont concernés, ça fait quand même pas mal de surface aussi. Puis ils nous disent, là, on est au taquet de ce qu'on peut faire. Ils sont prêts à en mettre plus, mais économiquement, comment on compense ça aussi? C'est qu'il faut aussi se mettre à leur place, de dire, on veut bien réduire de la surface, mais il faut qu'en face, il y ait des compensations, ce qui est logique. Et c'est vrai qu'on arriverait à déverrouiller ce levier un peu économique, que je pense qu'on arrivera à monter assez facilement les haies, les bandes de fleurs, les zones improductives, on en aurait davantage, quoi. Une question peut-être un peu l'arrivée des résistances là, contre ces ravageurs et puis même le projet R2D2, à quel point ça a changé pour vous la manière d'approcher la gestion des ravageurs et de se dire c'est pas, avec les leviers individuels des agriculteurs, du coup ça suffit plus forcément, quoi. Il y a moins de leviers, chacun utilise son insecticide et ça peut suffire. À quel point, du coup, dans ce groupe d'agriculteurs, vous avez fait rentrer cette question de gestion ensemble de ravageurs et même au-delà du colza, en fait, même sur des ravageurs que vous arrivez toujours à contrôler, mais sur blé. Ça, c'est R2D2 qui nous a apporté la gestion en groupe. En groupe. Et ça, il y a vraiment eu un changement par rapport à ça sur les discussions que vous avez. Sur le secteur assez précis, avec 4 ou 5 agriculteurs, il y a eu une réflexion en groupe qui a été induite par R2D2. En gros, on venait avec la carte du territoire et on se repositionnait les cultures pour l'année d'après. Donc on schématisait, on localisait les intercultures pour se dire tiens, il y aura de l'interculture piège là. On regardait par rapport aux situations avec les colzas, les cultures de printemps. Il y a vraiment une gestion territoriale. Même les bandes de fleurs, ils n'ont pas été positionnés n'importe comment. On a regardé aussi par rapport aux zones qui étaient déjà boisées ou avec des haies pour faire justement des transitions entre ces zones-là. Oui, il y a eu un changement. Oui. On travaillait en groupe, mais individuellement sur notre exploitation. Là, on a mené des actions territoriales qu'on ne faisait pas avant, oui. Je voulais faire un petit pas de côté peut-être parce que là on reste très technique. Effectivement, la gestion territoriale des ravageurs sur des dynamiques et des flux, c'est forcément une clé d'entrée. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression qu'il y a quand même une mutation en fait dans les pratiques et dans l'approche. Et est-ce que l'effet de groupe a joué sur des leviers peut-être psychologiques? Est-ce que c'est des choses que vous auriez abordées seuls, avec ou sans accompagnement, mais en tout cas sans cette possibilité d'échanger entre pairs? Qu'est-ce que tu appelles des leviers psychologiques? Je n'ai pas compris en fait ta question. De changer le système, en tout cas de faire muter quelque chose qu'on a toujours vu. Ouais. Et du coup... Quand ils ont levé les freins... Est-ce que l'effet collectif, en fait, est vraiment quelque chose de tangible dans cette mutation-là? Oui, l'effet collectif a un côté rassurant. On ne prend pas la décision tout seul sur notre exploitation. On la prend avec les collègues, même si
au dernier moment, c'est chacun qui fait chez soi. La réflexion collective, je trouve qu'elle est importante. C'est souvent qu'à la fin d'une réunion, il y en a qui disent « Oui, bon, bah, allez hop, je laisse le pulvé tranquille. Parce que on en a discuté ensemble, avec ou sans Michael. Est-ce qu'il y a des membres du groupe qui sont un peu précurseurs ou un peu plus aventureux, je ne sais pas comment le dire, et qui entraînent au fur et à mesure peut-être le collectif vers des choses audacieuses? Je ne sais pas s'il faut le dire comme ça. Il y en a qui sont prêts à essayer des trucs. Des précurseurs très audacieux, c'est peut-être un petit peu exagéré. Ouais, non, j'ai jamais été très loin. Non, Benjamin, il irait plus loin que moi s'il était sur le secteur, oui, peut-être. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont à peu près tous leur affinité pour une telle technique ou une autre. Donc en fait, il y en a qui sont plus audacieux sur une technique et d'autres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on met tout ça en commun. Et ça permet justement finalement de lever aussi un peu les freins en se disant, finalement, un levier qu'un acteur n'avait pas forcément imaginé, l'autre l'a mis en place. Il voit que finalement, c'est possible ou pas possible. Et on essaie d'identifier pourquoi ça ne marche pas, pour justement essayer de lever un peu ces freins-là. C'est la complémentarité qui fait que finalement, on arrive aussi à lever ces freins-là. Merci au RMT de nous donner aussi l'opportunité de vous présenter ce projet-là. Moi, c'est vrai que je me suis dit une journée complète sur le projet, c'est un peu... mais finalement, on a eu pas mal d'échanges vraiment très intéressants et ça a été dans les deux sens. C'est-à-dire aussi des gens qui travaillent sur les mêmes thématiques et vous nous avez aussi apporté des réflexions intéressantes. Donc merci de cette sollicitation et de la journée. Allez, on va dire dans le micro, merci à vous pour votre accueil. Non, mais c'est un plaisir, c'est toujours très intéressant. Après, c'est toujours intéressant de voir des choses comme ça qui sont mises en œuvre et du concret, pas sur une station d'XP, mais fait par un groupe d'agriculteurs qui ont un objectif en commun. Un objectif pragmatique, toujours en gardant le côté économique qui est, qui est quand même l'essentiel pour l'agriculteur. Sur la plateforme qu'on a vue, là, voilà. On tente, on va jusqu'au bout. Quand Michael disait qu'il restait presque pas de pied de colza, tu voulais presque la défaire. Moi je dis non, allez, on va au bout. On va au bout. On a vu ce que ça faisait, mais... Non, mais c'est toujours enrichissant. Là, Nicolas disait c'est enrichissant pour vous. C'est aussi enrichissant pour nous de voir ce qui est mis en place avec votre ressenti là-dessus. Oui. Puis de discuter comme ça, c'est intéressant. Que quand on parlait tout à l'heure de fleurs et tout ça, je ne sais plus qui c'est, c'était vous. Il faudrait des fleurs comme ci, comme ça. Mais bon, vous avez vu le terrain. Le gros problème, ça a été de réussir l'implantation qui a été... on n'a pas revu toutes les plantes quand même dedans. D'expérience aussi, nous, il y a des espèces qu'on a semées qu'on n'a pas vues avant la 4e, voire la 5e année. En fait, il y a des plantes qui ont un développement lent, qu'on pensait justement qu'on n'avait pas réussi et qui sont apparues avec le temps. Donc, l'idée, c'est que, Michael le disait tout à l'heure, tant que c'est correct au niveau fleurs, on essaie de ne pas la replanter. Parce que la réimplanter, ça peut être 1 an, ou voire peut-être même plus, sans rien avoir, quoi. Moi, j'ai une bande de fleurs que j'arrive pas à implanter. Ça fait 3 ans, j'ai presque rien dedans. Ça fait 3 fois que je la sème. Et à cet endroit-là, j'arrive pas à la réussir. Aujourd'hui, j'ai des petits bouts réussis. Après, il n'y a plus rien. Peut-être des mélanges un peu simplifiés sur des zones un peu compliquées et aller chercher des couverts peut-être un peu plus... rustiques, complexes, des graines un peu plus grosses. Un peu plus complexes sur des zones où ça réussit bien. Et en fait, justement, apporter aussi cette diversité de solutions et s'adapter au terrain, quoi. Une fois qu'on connaît le terrain... C'est pour ça qu'on est beaucoup parti sur des espèces qu'on trouve en interculture, parce qu'en fait, on sait qu'elles s'implantent aussi dans ce milieu-là. Même si ce n'est pas parfait, on l'a vu, il y a peut-être des trous, des machins, mais au moins, on a des fleurs. Franchement, on s'est dit au début du lancement, il vaut mieux des fleurs, peut-être pas des espèces qu'on veut, mais c'est mieux que pas de fleurs du tout.
Et donc du coup, on s'est rabattu sur les espèces qu'on avait en interculture.